Bonsoir à tous, bienvenue dans le Face à Face. Ce soir, Marlène Schiappa face à Éric Zemmour. Marlène Schiappa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous venez de la gauche, vous avez été engagée dans plusieurs associations. Vous avez été adjointe au maire du Mans, par exemple. En février 2019, j'ai noté que vous avez reçu un prix, le premier prix de révélation politique de l'année pour le Trombinoscope. Et pour vous comprendre aussi les sujets qui vous tiennent à cœur, on peut citer quelques ouvrages que vous avez écrits. Par exemple, Le deuxième sexe de la démocratie aux éditions L'Aube, c'était en 2018, ou encore chez le même éditeur, Laïcité, point d'exclamation, il y a 2 ans, ou bien ce dernier ouvrage, Une et indivisible, l'urgence de défendre la République. Vous mettez l'accent sur les nouveaux clivages identitaires, territoriaux qui fracturent la France, et vous alertez sur les menaces graves visant la République et ses valeurs. Alors, selon l'article 225.1 du Code pénal, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique. En quoi une distinction, comme le dit le Code pénal, est-elle discriminatoire ? Alors, d'abord, bonsoir, et bonsoir Monsieur Zemmour, et bonsoir à tous les gens qui nous regardent. Et merci de m'accueillir dans votre émission pour ce débat. Moi, je crois que la discrimination, c'est un coup de canif dans le pacte social, et dans ce qui fait que nous sommes une république, justement, une et indivisible, parce que c'est traiter différemment, négativement, un certain nombre de personnes dans la population, et c'est les exclure d'office de leurs droits, de leur accès aux droits. Donc discriminer, c'est pas juste choisir, discriminer, c'est exclure, et c'est interdire à des citoyennes, à des citoyens, pour l'un des 27 critères détaillés par la loi, couleur de peau, origine, religion, code postal, handicap, âge, sexe, etc., etc. C'est les exclure tout simplement du reste de la nation. C'est cela une discrimination. Éric Zemmour. Alors, je suis toujours embêté quand je débat autour de ce sujet, parce que d'abord, on est sous l'épée de Damoclès de la loi et du juge. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler librement? Je n'en sais rien, mais je vais essayer quand même de le faire. Et puis, ensuite, on oppose toujours tout de suite la morale à la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de dire, c'est de la morale. C'est-à-dire il faut être gentil avec les gens et ne pas les exclure. Mais en fait, il faut revenir à l'origine du mot. D'où vient discriminer? Discriminer, c'est du latin discerno, qui veut dire discerner. Et discerner, ça a donné discriminer. Donc discriminer, c'est discerner. C'est trier, choisir. Discriminer, c'est donc choisir. Et Chesterton dit, vous savez, à chaque fois qu'on choisit quelque chose, on rejette tout le reste. Donc discriminer, c'est choisir. Je crois que vous avez des filles, vous leur apprenez à choisir, et donc entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le chaud et le froid. Donc vous leur apprenez à discriminer. Et si discriminer, c'est choisir, ne pas discriminer, c'est confondre. C'est la grande confusion moderne. Et j'essaye de comprendre pourquoi ce mot discrimination a pris une telle ampleur. Tout le monde en parle. En fait, vous n'êtes pas la première à faire des lois anti-discrimination. On les accumule depuis 30 ans. Et je crois avoir compris. C'est-à-dire que la discrimination, plutôt la non-discrimination, est une arme de guerre au service d'une idéologie qui est non pas l'égalité, comme vous le croyez et vous le dites, mais l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est une idéologie qui consiste à assimiler toute distinction à une inégalité, toute inégalité à une discrimination, toute discrimination à une malveillance, et à faire du soi-disant discriminé une victime à vie et ainsi un persécuté. Or, c'est faux. Toute distinction n'est pas une inégalité, toute celle qui repose sur le mérite. Toute inégalité n'est pas une discrimination, toute celle qui repose sur le talent. Et enfin, toute discrimination n'est pas une malveillance. Chère madame, quand vos fonctionnaires sont engagés dans votre ministère sur la citoyenneté française, c'est une discrimination puisque les étrangers ne peuvent pas être embauchés. Mais c'est une discrimination légitime. Quand on réussit Quand on réussit un examen ou quand on échoue un examen, c'est une discrimination, mais elle est légitime. Je dirais même mieux. Imaginez, je vous fais des avances. Vous les refusez. C'est une discrimination, mais elle est tout à fait légitime. Ce n'est pas un service public. Mais non, heureusement, grâce à Dieu. Alors, dernière chose, vous êtes déjà allé dans un restaurant chinois. Vous avez déjà vu un serveur non asiatique?
Donc je suppose que vous allez fermer tous les restaurants chinois de Paris. Alors, on va la laisser répondre. Madame la ministre. Alors, plusieurs choses. Je prends des notes sur ce que dit M. Zemmour. D'abord, sur les restaurants, il ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre de restaurants italiens, notamment, qui sont tenus par des personnes qui ne sont absolument pas d'origine italienne. Et je vous invite à aller dans les cuisines d'un certain nombre de restaurants dans Paris et au-delà, et vous verrez que les origines, ils sont variées. Vous n'avez pas répondu sur les restaurants chinois, mais c'est pas grave. Mais ça peut être... Je connais moins bien les restaurants chinois. Oui, moi je vous dis qu'il n'y a pas un nom asiatique. Mais ça serait amusant, au moins vous fermiez tous les restaurants chinois, au moins on s'amuserait. Je ne suis pas absolument sûre de cela. Moi je suis sûre. Et je ne crois pas qu'il y ait déjà quelqu'un qui a été refusé à l'embauche dans un traiteur ou dans un restaurant asiatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Éric Zemmour, on va la laisser répondre sur tous les points que vous avez lancés. Je ne sais pas, je vous dis, je ne le crois pas. Donc si vous avez des informations scientifiques, documentées, chiffrées, qui étayent les propos que vous venez de tenir, je les prends bien volontiers. Moi, je n'en dispose pas. Vous avez abordé 3 concepts, 3 sujets, principes qui sont particulièrement intéressants. Je commence par la fin de votre intervention sur l'embauche des fonctionnaires. Vous avez parfaitement raison, il ne s'agit pas là d'une discrimination. Il s'agit là d'un statut, qui est le statut de fonctionnaire, qui est un statut protégé en droit. Et il y a certaines missions pour lesquelles l'accès au statut est réservé aux citoyens français par nécessité de service. Je pense par exemple aux postes qui touchent à la défense ou à des sujets similaires en tant que fonctionnaire. Il ne s'agit pas là de discrimination puisqu'on peut être embauché comme vacataire. Il s'agit là de la protection du statut. Et vous savez d'ailleurs, au demeurant sur ce sujet, que la SNCF vient justement récemment, à la demande d'un certain nombre d'associations, d'être condamnée justement parce qu'elle avait discriminé, elle avait traité différemment des Marocains qui n'avaient pas été embauchés au même statut en tant que... Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 2 points intéressants sur lesquels vous avez insisté, la notion de mérite et la notion de morale. Sur la notion de morale, d'abord, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que dès lors que je parle d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, mais aussi de lutte contre les discriminations, on me dit toujours « vous faites de la morale ». Je ne fais pas de morale. Votre morale, Monsieur Zemmour, n'est probablement pas la même que celle de Madame Kelly, peut-être pas la même que la mienne, et peut-être pas la même. Qu'est-ce que vous en savez? Probablement. C'est pour ça que je dis probablement. Je ne sais pas, mais en tout cas, comme je ne le sais pas, moi, je ne fais pas de la morale. Je fais du droit. Et il y a un excellent livre que peut-être vous aimez. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas. C'est pour ça que je dis peut-être. C'est un livre de Nietzsche qui s'appelle Par-delà le bien et le mal. Et dans ce livre, il y a une phrase formidable sur la morale. Nietzsche écrit: il n'y a pas de phénomènes moraux. Il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Et donc votre interprétation et la mienne ne sont manifestement pas la même et on ne parle pas là de morale. On parle là de droit et de valeur de la République. Et puis dernier point, sur le mérite, vous me répondrez bien évidemment, mais sur le mérite, au contraire, on voudrait que le mérite seul compte, que la compétence seule compte. Mais vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, quand on porte un prénom à consonance maghrébine, on a en moyenne 20 à 25% de moins de probabilité d'obtenir une réponse que quand on porte un prénom à consonance française. Ça veut dire que le choix, la sélection, la discrimination au sens sémantique de base du terme ne s'opère pas sur le mérite. Et donc il y a des gens qui sont exclus de la consonance. Vous avez pris un très bon exemple. Un très bon exemple parce que ça va montrer exactement la différence de la conception entre vous et moi. Parce que je pense que justement, quand je vous ai dit la non-discrimination, c'est la grande confusion. Et vous me répondez exactement, il y a des Maghrébins qui ont 20% ou 30% de chances de moins d'être embauchés, uniquement parce que leur prénom est Mohamed et non pas François. Exactement. Je voudrais vous faire plusieurs réponses. D'ailleurs, vous avez vu, les entreprises qui sont visées par cette opération contestent cette méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi? Je me souviens d'une autre enquête il y a quelques années sur le CV anonyme où on avait montré au contraire que lorsque les gens qui avaient des prénoms maghrébins étaient officiellement nommés, ils avaient plus de chances d'être embauchés que dans le cadre d'un CV anonyme parce que la plupart du temps, leurs compétences, leurs diplômes étaient inférieurs à leurs prétentions. Mais moi, je vais aller plus loin. Je pense que quand vous dites le prénom Mohamed est discriminant, mais leurs parents auraient dû les appeler François. D'ailleurs, c'était une loi de la République que vous aimez tant, qui a existé pendant 2 siècles. Sous Clémenceau, on en parlait tout à l'heure, sous Jules Ferry, sous Léon Blum, sous Jean Jaurès, sous le général de Gaulle, et qui imposait depuis Bonaparte de donner un prénom dans le calendrier. Tous les gens qui sont nés avant 1993, leurs parents n'ont pas respecté cette loi, puisque vous parlez de loi. Et aujourd'hui, moi, je milite pour le rétablissement de cette loi. Parce que justement, c'est tout le problème de cette question de non-discrimination. C'est que ça veut éradiquer tous les héritages, toutes les hiérarchies. Il y a
la France n'est pas un no man's land. C'est un pays avec une histoire. C'est un pays avec une culture. Les gens qui viennent de l'étranger doivent s'assimiler cette culture pour être acceptés par les autres. Et si jamais ils continuent à se prénommer Mohamed ou qui mettent le voile sur la tête de leur femme, c'est de l'autodiscrimination. Et ce n'est pas aux Français de s'adapter à cette nouvelle culture étrangère, c'est aux étrangers de s'approprier la culture française pour être acceptés par les autres. Marlène Schiappa. Je vais vous répondre là-dessus, mais parce que je suis venue aussi, parce que je voulais en savoir plus sur la construction de la pensée d'Éric Zemmour sur ce sujet. Mais moi, je suis à votre service. Sur la question des prénoms, quel est votre point de vue sur les prénoms régionaux, les prénoms bretons, les prénoms corses? Les prénoms bretons et corses ne sont pas étrangers. Ça vous a pas échappé. Ils sont là depuis 1000 ans. Donc c'est une petite différence. Mais je maintiens, la loi de Bonaparte était une bonne loi. Elle a été faite pour choisir les prénoms dans le calendrier français et donc dans le calendrier catholique. Et donc, bon, je suis pas un inconditionnel des prénoms bretons, etc. Je dis voilà, cette loi était une bonne loi, il faut la défendre complètement et avec tout le monde, dans le cas de tout le monde. Et ça va aussi pour les prénoms américains. Je sais que vous allez me poser la question pour toutes les Jordan et les Ryan et compagnie. Je fais le même raisonnement. François au lieu de Kevin, Marlène Schiappa. Bah, c'est une bonne question. C'est une question que je pose à Éric Mais parce que j'allais vous dire, il n'y a pas que Mohamed qui est discriminé. Il y a aussi Kevin, parce qu'on sait que c'est une classe populaire. Oui, bien sûr. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que les Mohamed qui sont discriminés. Il y a tous les gens qui ont plus de 50 ans. Alors on va la laisser répondre sur ce point. Bien sûr, mais je dis absolument pas le contraire. Vous avez tout à fait raison. On l'a dit tout à l'heure, il y a 27 critères de discrimination. Il s'avère qu'on parle là de la discrimination par les origines, parce que je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur la question de la discrimination des personnes de plus de 50 ans. Non, ah oui, pardon, des plus de 50 ans. On en parlera aussi. Non, mais là-dessus. Oui, mais c'est un choix, c'est un choix. Bien sûr, sur la question des prénoms, plusieurs choses. D'abord, sur la loi que vous rappelez, oui, absolument. Moi, j'ai une petite sœur qui s'appelle Carla, et il a été compliqué pour elle à l'état civil, pour mes parents, d'aller faire inscrire le prénom Carla, parce qu'on lui disait que ça n'était pas un prénom assez français. Le prénom Carla, c'est un prénom corse depuis très longtemps, qui se transmet, qui était porté depuis des siècles par des femmes en Corse et dans certaines régions d'Italie. C'est la raison pour laquelle je vous interpellais sur ce sujet. Mais si vous voulez, en fait, la question des prénoms, qui est une question absolument passionnante, pourquoi elle a évolué? Parce qu'il y a quelques siècles de cela, quelques générations de cela, on avait quelques prénoms par région et par famille. Et ils se transmettaient. Jean, André, Marie, etc. Indifféremment, parce qu'il y a ce que vous appelez une hiérarchie, et qu'effectivement les prénoms se transmettaient. Et dans les fratries, vous aviez des fratries nombreuses, avec une mortalité infantile élevée. Et donc vous pouviez parfois perdre votre premier enfant Jean et redonner le prénom Jean à votre deuxième ou troisième fils. Indifféremment, ça ne choquait personne. Il y a eu une évolution. D'abord une évolution des moyens de contraception, avec également la dépénalisation de l'avortement. Maintenant, dans le cas général, il y a des exceptions, mais dans le cas général, un enfant dans notre société en France, il est désiré, souhaité, attendu. Vous conjuguez ça avec une montée de l'individualisation et de l'identité de l'individu, et bien vous avez des prénoms originaux, mixtes, avec y compris des orthographes croisées. Et notamment, si vous regardez le top des prénoms choisis par les parents en fonction, non pas des origines, c'est pas un acte de résistance identitaire d'appeler sa fille Swellen ou son fils Kevin, mais des parents qui souhaitent donner un prénom en fonction de leur choix, de leur goût, d'un roman qu'ils auraient lu, d'une série télévisée qu'ils auraient regardée, de quelqu'un qu'ils auraient rencontré qu'ils aiment pas. Si vous regardez, je termine juste là-dessus et je vous réponds ensuite sur la méthodologie de l'enquête, qui est un sujet très important. Si vous regardez le top des prénoms, vous avez pour la plupart des prénoms qu'on peut considérer comme mixtes, mais qui prennent leur source dans des prénoms celtes ou écossais. Les Nolan, Milan, Maël, qui sont parmi le top 10 des prénoms les plus donnés en France, et qui correspondent là simplement pour beaucoup à des couples mixtes, ou alors pour des gens qui ont souhaité suivre cette mode. Bien sûr, mais je vous réponds sur la méthodologie. Juste après Marlène Schiappa, je redonne la parole pour la méthodologie. Vous avez parlé de loi et non pas de morale, mais c'est tout l'objectif d'une loi. Est-ce qu'une loi doit unifier un pays, ou est-ce qu'une loi doit suivre les mentalités et l'individualisme galopant? C'est un choix. Et là, en l'occurrence, l'individualisme là est utilisé par l'islam pour faire des enclaves absolument étrangères et islamiser une partie du territoire français. Parce que quand vous dites dans le top 10, comme vous dites, des prénoms... J'ai dit top 10, top 10, si vous voulez. Les dits prénoms, vous oubliez qu'il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Prénoms islamiques. Et absolument. Des prénoms islamiques. Mohamed, c'est un prénom islamique, ça sort du Coran. Bon, oui, ça sort d'où? Et donc Marlène, c'est un prénom quoi? C'est un prénom chrétien.
C'est un prénom chrétien, Marlène? Oui, non, c'est pas un prénom qui figure ça dans vient le d'où, calendrier alors, chrétien. Ça n'est pas, à l'origine, c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. Mais parce que je suis curieuse de savoir à quel jour est la Sainte Madeleine. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Et pas Marline de l'allemand. Mais non, mais bien sûr que non. Et pourquoi Éric serait particulièrement un prénom catholique? Évidemment, c'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. C'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. Oui, scandinave, pour tout vous dire. Bon, alors la méthodologie. La méthodologie, un dernier mot vraiment sur les prénoms. Après, je reviens vraiment sur la méthodologie. Mais moi, et là, on a ça vraiment. me passionne au moins ce sujet. Oui, il n'y a pas que moi. Bien sûr, mais les prénoms, je trouve ça absolument passionnant. Moi aussi, parce que je pense qu'en donnant un prénom, on donne un avenir à ses enfants et une identité. Oui, mais alors. Donc c'est pas un hasard si on choisit tel ou tel prénom. Bien sûr. Alors deux choses. D'abord, vous nous dites que si on veut pas que notre enfant soit discriminé, il faut qu'on lui donne un prénom français, si j'ai bien compris. C'est ce qu'on fait des générations d'étrangers, vous savez. Les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Juifs d'Algérie, etc. J'entends votre raisonnement. Alors vous savez qu'il y a aussi une discrimination entre les femmes et les hommes. Les femmes sont payées 9 à 27% moins que les hommes. Si je ne veux pas que mes filles soient discriminées au travail, dois-je leur donner des prénoms de garçons? D'accord. Alors déjà, ce chiffre est en partie fallacieux. Oui, mais si, on nous sort toujours ce même chiffre et il est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est très simple. Non, parce que tout simplement, il ne tient pas compte, des temps de travail. Et on sait que si. Non, bien sûr que non. Si, 9 à 27%. 9% c'est à compétence égale, poste égal, temps de travail égal. 27% c'est au global si vous prenez toutes les femmes. D'accord. Donc 27%, vous voyez que 27% c'est un chiffre faux déjà. Donc on arrive à 9%. D'accord. Et 9%, vous oubliez. Vous avez deux journalistes quelque chose. Non. Vous oubliez quelque chose. C'est qu'il y a aussi des secteurs qu'on choisit. Et vous savez très bien que les femmes choisissent des secteurs de la santé, d'autres sujets, d'autres domaines qui sont beaucoup moins payés que certains, alors que les hommes privilégient des secteurs où on est payé, le care, exactement, et les hommes choisissent des secteurs où on est mieux payé, donc ça fait la différence. Et deuxièmement, quand vous parlez de discrimination, moi j'aimerais renverser votre raisonnement, parce que la discrimination, vous allez dire, il faut faire donc de la discrimination positive. Il faut donc choisir, il faut privilégier ceux qui sont soi-disant discriminés, c'est-à-dire les femmes, les enfants d'immigrés, etc. Mais ça, c'est au détriment des autres. Moi, vous me dites, il y a telle discrimination, mais moi, je connais j'ai des tas de gens qui m'ont raconté des histoires dans les grandes sociétés, dans les grandes banques, dans les grandes entreprises, où des femmes ou des enfants de l'immigration sont privilégiés par rapport à d'autres qui sont des hommes blancs hétérosexuels, et au détriment de la compétence, Madame Schiappa. Parce que tout marche à l'envers aussi. Mais je vais vous dire, moi j'en ai des tas des exemples. Aucun conseil d'administration d'aucune entreprise du CAC 40. Je ne parle pas de conseil d'administration, je vous parle de tout simplement des gens qui travaillent. Conseil d'administration, non. Des gens qui travaillent dans les entreprises. Quand on va travailler dans une entreprise, on est privilégié. Mais oui, ma chère. Mais oui, il y a beaucoup de cas qu'on vient. Mais beaucoup de cas, ça veut rien dire, mais je suis pas comme vous. Moi, je vais pas dénoncer des gens. Je vais pas faire name and shame à l'envers. C'est pas une question de dénoncer, c'est une question de documenter scientifiquement. Mais je peux vous dire, mais il n'y a pas de documentation scientifique. Il y a simplement des gens qui viennent raconter. Mais si, justement, ça existe beaucoup plus que vous ne croyez. Et ça détériore les relations entre les gens. Vous appelez, je ne sais pas comment, vous êtes blond aux yeux bleus, on ne peut pas vous recruter parce qu'on va recruter monsieur Karim. Absolument, chère madame. Je m'inscris en faux. Est-ce que je voudrais vous dire inscrivez en faux, mais non, c'est la vérité. Chacun peut avoir son rapport à la vérité. Vous me dites que c'est la vérité. Non, c'est en tout cas c'est ce qu'on est venu me raconter. Et c'est ce qu'on est venu vous raconter. C'est l'homme qui a vu. Ça vaut bien votre méthodologie bidon. Je vais vous répondre sur la méthodologie. Je n'ai pas oublié. Vous inquiétez pas. Pardon, mais vous n'avez pas répondu à sa question sur est-ce que les femmes doivent avoir des prénoms masculins. C'était une blague. Évidemment qu'elles ne doivent pas avoir des prénoms masculins. Je ne peux même pas répondre. Donc ça invalide votre raisonnement. Mais ça n'invalide absolument pas. Ça n'invalide absolument pas. Les femmes ne sont pas une minorité. Bien sûr, on est la majorité. On est 52% de la population. Restons sur notre Donc c'est pas une minorité et vous venez pas de l'étranger. Et vous ne venez pas de l'étranger, donc vous n'avez pas à vous assimiler à une culture. Ce que je voudrais vous dire, Monsieur Zemmour, c'est que d'abord l'inverse, pour savoir de quoi on parle et qu'on ait un raisonnement cohérent, l'inverse de la discrimination, ça n'est pas la discrimination positive. L'inverse de la discrimination, c'est la non-discrimination. Vous faites de la discrimination tous les jours, vous? Pas du tout. L'inverse de la discrimination, ce n'est pas la discrimination positive, c'est la non-discrimination.
Et nous appelons donc les entreprises, y compris, oui, en faisant du name and shame, en faisant la transparence sur leurs pratiques, à justement cesser les pratiques discriminatoires. Sur la méthodologie, je vais vous répondre très clairement, parce que ce n'est pas une étude que j'ai commanditée, ce n'est pas une étude que j'ai menée moi-même, elle a été menée par 2 chercheurs indépendants, donc je vais défendre leur travail bien volontiers. Ces 2 chercheurs universitaires, et donc qui ont des méthodes scientifiques, ont procédé à une méthode que je vais vous expliquer. Ils ont choisi, que ce soit clair pour tout le monde, qu'on sache de quoi on parle quand on dit qu'elle serait bidonnée. Cette étude, elle n'est pas bidonnée. Néanmoins, elle est critiquable, comme toute étude et comme toute étude statistique. La méthodologie, c'est de dire on va prendre 40 entreprises du SBF 120, donc parmi les plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, et nous allons leur envoyer en masse des candidatures spontanées avec d'une part des prénoms et des noms à consonance française comme on dit et d'autre part des prénoms et des noms à consonance maghrébine comme on dit. Et nous allons voir, est-ce qu'à ces candidatures spontanées, nous avons des réponses ou nous n'avons pas de réponse, tout simplement. Et il y a effectivement 7 entreprises dont nous avons donné les noms, pour lesquelles il y a un écart significatif, d'après les chercheurs, d'environ 20 à 25%, où vous avez moins de probabilité d'avoir une réponse. Pourquoi c'est grave? C'est grave parce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens qui ont des prénoms ou des noms de famille ou des origines considérés comme non à consonance française et qui sont exclus, qui ne peuvent pas exercer leur droit. Et ils n'ont pas accès, vous pouvez dire le mérite, la compétence, ils n'ont pas l'opportunité de prouver leur mérite ou de prouver leur compétence. Mais madame, je vous ai répondu que d'abord, on devrait s'occuper d'autres choses. Il y a d'autres choses, il y a les gens de plus de 50 ans. Vous m'avez interpellé sur la méthodologie. Et deuxièmement, pour les gens qui nous regardent et qui se demanderaient quelle est cette méthodologie. Oui, mais je vous ai déjà répondu. Il y a d'autres déjà enquêtes qui ont prouvé le contraire. Donc vous savez, et moi je me méfie. Les universitaires ne sont pas des scientifiques. Mais je vous l'ai dit, il y a quelques années, il y a eu une enquête sur les CV anonymes qui ont montré le contraire. Qui montre la même chose. Le contraire, Madame Schiappa. Et de toute façon, je vous répète, hein, il y a une culture française. Elle s'exprime en particulier par les prénoms. Les gens qui viennent de l'étranger doivent s'approprier cette histoire et cette culture qui passe par les prénoms. Donc il n'y a pas de problème de discrimination pour moi. Il y a simplement un refus de certains de s'assimiler à la culture française et donc de s'auto-discriminer. Donc c'est comme quand vous allez dire il est discriminant de refuser une femme voilée dans un travail de caissière ou n'importe quoi. Ce n'est pas de la discrimination, Madame Schiappa. C'est de l'autodiscrimination. C'est la réponse d'une culture majoritaire et qui veut le rester et qui a la légitimité de le rester. On a bien entendu votre point de vue. Est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations? Ensuite, je vous donne la parole. Moi, je vous pose la question. Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Madame Schiappa, puisque non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. On la laisse répondre. Pression, compétence, uniquement la compétence, Madame? Plusieurs choses. D'abord, oui, moi là je l'assume et on a peut-être un accord sur le constat et un désaccord sur l'avis à poser sur ce constat. Moi je crois que c'est la responsabilité des entreprises et c'est la responsabilité des pouvoirs publics de s'assurer tout simplement que les valeurs de la République soient respectées. Vous parlez de l'identité française. L'identité française, c'est aussi notre devise, notre trilogie républicaine, oui. La liberté, l'égalité, la fraternité. Où est la fraternité quand vous êtes exclu de l'accès au droit juste parce que vous avez telle couleur de peau, telle origine, telle religion, réelle ou supposée, telle orientation amoureuse ou sexuelle, réelle ou supposée, là encore. Et la culture française, Monsieur Zemmour, vous le savez parfaitement, elle s'est enrichie des vagues successives d'immigration. Vous me parlez des Italiens, c'est-à-dire que je suis à moitié italienne d'origine. La culture française, elle s'est enrichie successivement des vagues d'immigration italienne, polonaise,
portugaise et ensuite, effectivement, des vagues d'immigration aussi issues de l'Afrique du Nord en matière gastronomique, en matière de musique, en matière culturelle, et c'est cela qui fonde notre identité. C'est une forme d'assimilation. Là, je suis content parce que là, au bout d'un quart d'heure, ça y est, votre culture SOS Racisme ressort. Donc ça me fait plaisir. Non, mais ça me plaît beaucoup parce que là, on sort les fondamentaux. Là, quand on commence la logorée idéologique des années 80, là, je vous retrouve. Vous étiez correct jusqu'à présent. Mais non, mais c'est très correct. Excusez-moi. Vous faites de l'idéologie sans le savoir. Vous êtes le bourgeois gentilhomme de l'idéologie. Lui, il faisait de la pro sans le savoir. Vous faites de l'idéologie sans le savoir. C'est comme ça. Après tout, on fait tous de l'idéologie. Mais n'appelez pas valeur de la République ce qui est le contraire des valeurs de la République. La République, chère Madame Schiappa, je vous le répète, c'est l'assimilation. Ce n'est pas le multiculturalisme. On ne vient pas comme on est. Ce n'est pas McDonald's. Ce n'est pas McDonald's, la République. On ne vient pas comme on est. On s'assimile à une culture dominante. Les Espagnols, les Italiens dont vous parlez, si. En défendant ça, vous défendez le multiculturalisme. Ne m'interrompez pas. Mais non, parce que je vous ai pas interrompu. Vous traitez des propos que... Je suis désolé. Je suis désolé. Là, parce que vous avez parlé de valeurs de la République. On laisse Éric Zemmour continuer. Tous les gens qui viennent en face de moi finissent toujours par parler des valeurs de la République. Ça me fait marrer. Parce que la République... sans cesse avec vous ou sans vous, monsieur. Mais Madame Schiappa, oui, je sais, mais vous parlez tous. Éric Zemmour. Vous parlez tous des valeurs de la République. Madame Schiappa. Je ne peux pas laisser dire que je suis favorable au multiculturalisme. Mais vous y êtes. Mais vous y êtes pourtant. Mais c'est pourtant vous y êtes. Éric Zemmour, on vous laisse terminer et on passe à... J'ai une autre question. Éric Zemmour. Opposé au communautarisme, au séparatisme, je suis farouchement pour une identité commune. On vous a entendu, Madame Schiappa. Alors, une identité commune, c'est bien ce que je dis, c'est une culture commune, et donc on s'assimile à cette culture commune. Et donc, les Italiens dont vous parlez, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas appelé leur fils Fabrizio, ils ont appelé leur fils Fabrice. Bon, mes deux sœurs Carla et Angela, que je salue très chaleureusement. Je vous parle au 19e siècle. Les Italiens se sont assimilés au 19e siècle. Il y a 2 générations. C'est pas vraiment la majorité. Éric Zemmour, on va avancer sur la discrimination positive. Pour lutter contre la discrimination, est-ce qu'on doit avoir recours, Marlène Schiappa, à la discrimination positive? Mais pour avoir recours à la discrimination positive, ça impliquerait de savoir qui l'on discrimine positivement et comment. Ça impliquerait de passer par des statistiques ethniques. Voilà. Donc si on parle de discrimination raciale positive, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Maintenant, moi je suis favorable à lutter contre d'autres formes de discrimination. On sort là du sujet que nous abordons à l'instant, qui sont par exemple des discriminations territoriales. Il y a une jeune association qui s'appelle Chemin d'avenir qui défend les jeunes qui habitent dans des zones rurales, dans la France qu'on dit périphérique, et qui sont exclus, là encore, parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ils sont donc de facto exclus d'un certain nombre d'accès aux grandes écoles, aux emplois les plus prestigieux, etc. Et donc là, on peut décider, comme ça a été fait à Sciences Po avec les quotas ZEP, de lutter contre des discriminations territoriales, soit dans cette France-là, soit dans la France dite des ZEP, comme on l'appelait à l'époque, et de faire en sorte que chacun puisse se mélanger. Voilà. Nous ne sommes pas sur les discriminations raciales, mais là sur les discriminations territoriales. On quitte le champ de... Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin, votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit, ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Éric Zemmour, il n'y a pas de victime, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens. Il n'y a pas de victime, selon vous? Non, je vous assure. Non, sur la question de victime, je voudrais rebondir parce que le mot est fort. Et moi, ce que je voudrais vous dire, monsieur Zemmour, d'abord, pardon, mais là, vous faites comme si je créais des victimes. C'est la situation qui crée effectivement des victimes de racisme, des victimes de discrimination. D'ailleurs, les actes de racisme et d'antisémitisme ont augmenté, plus 27% pour les actes... Attendez. Là, vous arrêtez 2 secondes. Ils ont augmenté contre qui? Ils ont augmenté contre les chrétiens et les juifs. Et ils sont par qui?
actes Non. Il y a 1000 actes de violence contre les chrétiens, il y a 500 contre les juifs, qui sont 1% de la population, et il y en a 200 contre les musulmans. Et qui non, mais là, vous êtes dans une vision carcérale de l'identité, comme le dit Mario Stasi, le président de la LICRA. Je suis dans la réalité, Madame Schiappa, et vous êtes dans les mots. Éric Zemmour, on la laisse répondre, ensuite je vous donne la parole. Mais excusez-moi, mais là, vous me parlez, et je répondrai après sur le sujet de victime, parce que c'est d'autant plus important. Tout à fait. Je vous parle d'actes racistes, et c'est très intéressant la manière dont vous pensez. Je vous parle d'actes racistes, et vous me parlez de religion. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je vous dis qu'il y a des actes antisémites qui peuvent se pratiquer aussi contre des gens qui ne sont pas des juifs pratiquants ou des juifs religieux. Mais c'est évident. Et vous me parlez des musulmans. Moi, je vous parle d'actes racistes. Mais Madame Schiappa, qui est coupable des actes contre les juifs? Et je voudrais répondre. Madame Schiappa, qui est coupable des actes contre les juifs? Éric Zemmour, sur la question termine, ensuite je vous donne la parole. Qui est très fort. Pardon, si on regarde qui sont les victimes. Moi, je regarde, à l'heure actuelle, les gens qui sont les victimes de ces discriminations sont aussi les gens qui sont les victimes des discours de haine, et notamment celui venant de M. Camus, pas Albert, Renaud, sur le grand remplacement. Par exemple, le tueur de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, on a retrouvé sur lui le manuel appelé The Great Replacement, le grand remplacement, et ce sont des gens qui profèrent des actes de haine jusqu'au crime, et jusqu'au crime de masse, des actes racistes et antisémites, qu'on crée avec cette idéologie du grand remplacement en soufflant sur les peurs, la peur de l'autre, la peur du lendemain, la peur de l'invasion, avec un champ lexical morbide sur le suicide, sur la dépression, sur la mort, où l'on crée des peurs et l'on attise des peurs des gens les uns contre les autres. Et on est là dans une lecture ultra identitariste des choses que vous venez démontrer sur la question de l'assignation à l'identité. Je vais continuer, Madame Schiappa. Et c'est cela qui crée des peurs et de la haine. Parce que moi, je termine là-dessus. Non, je veux bien terminer là-dessus. J'en ai pour deux phrases pour vous expliquer. Une phrase, et ensuite Éric Zemmour, on va le laisser s'exprimer aussi. Le grand remplacement n'aura pas lieu, non pas parce que l'extrême droite va bouter hors de France des hordes d'immigrés, non, mais parce que le démographe Hervé Lebras documente scientifiquement le fait que vous avez en France 9,3% de la population qui serait d'origine immigrée, comme le dit l'INSEE, et seulement 10% des naissances qui proviennent de couples immigrés. Donc cette menace du grand remplacement en France, elle est fausse. Il n'y a pas un peuple qui sera remplacé. On laisse Éric Zemmour s'exprimer. À vous, Éric Zemmour. Alors d'abord, Hervé Lebras, le Lysenko de la démographie, vous avez raison de le citer, le Lysenko de la démographie. Je le connais depuis 20 ans, vous savez, Hervé Lebras, et je le lis, et je vous renvoie... C'est un grand démographe. Et oui, c'est un grand démographe, oui, un grand idéologue surtout. Un grand idéologue. Et je vous renvoie aux travaux de Michel Tribala qui sont beaucoup plus fiables et qui disent exactement le contraire. Deuxièmement, quand vous dites donc l'assassin de Christchurch, il avait lu le grand remplacement. Donc il est responsable de ces discours. Donc vous voulez me dire, Madame Schiappa, que tous les attentats que nous avons subis en 2015, les centaines de morts au nom de Allah Akbar, ça veut dire qu'il faut interdire le Coran, puisque c'est des discours de haine. Il faut interdire le Coran, puisque le livre est un discours de haine, il a fondé 250 morts en France dans l'année 2015. Je ne confonds pas du tout, je vous prends à vos propres mots. Deuxièmement, Renaud Camus est d'abord un grand écrivain, et deuxièmement, il a, avec le grand remplacement, développé une formule et un processus qu'il décrit, qui est absolument le drame historique de notre époque. Je peux aller dans n'importe quelle banlieue française, je peux aller dans n'importe quelle ville du Sud, je peux aller dans n'importe quelle ville du Nord-Est, et vous verrez si le grand remplacement n'existe pas. Parce que, monsieur, les démographes que vous citez, ils ont une pseudo-science assez simple. Ils vous expliquent que tout être humain est un être humain. Bah oui, ça c'est sûr. Et que donc, il n'y a pas de grand remplacement, puisqu'il y a toujours eu des migrations. Oui, ça c'est sûr aussi. Sauf qu'ils oublient une seule chose. Il y a aussi des cultures. Et les êtres humains ne sont pas des êtres humains remplaçables. Il y a des cultures, il y a des civilisations qui déterminent les gens. Mais si, madame. Mais vous savez, Madame Schiappa, l'histoire du monde et l'histoire des remplacements. Vous savez, l'histoire du monde et l'histoire du remplacement. Quand il y avait, mes parents viennent d'Algérie, avant la conquête arabe, il n'y avait que des juifs et des chrétiens, c'était l'Empire romain. Les musulmans ont conquis, ont gagné, les arabes ont gagné. Aujourd'hui, c'est un pays arabe. C'est le grand remplacement. Il n'y a que ça dans l'histoire du monde. Quand en Grèce, il y avait l'Anatolie. L'Anatolie, c'est en Turquie. Il nous reste 2 minutes. Pourquoi c'est en Turquie? Parce que c'était grec depuis l'Antiquité. Ils ont viré tous les Grecs. Ils ont mis des Turcs musulmans. Ça s'appelle le grand remplacement. C'est l'histoire du monde, Madame Schiappa, le grand remplacement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France. Je vais vous répondre d'abord, Renaud Camus, et c'est bien
incommode à chaque fois qu'on lui a demandé une définition. On va vous laisser conclure aussi. A dit qu'on ne pouvait pas définir le grand remplacement. Donc vous un le processus. Faites là, mais lui explique. Vous, je sais que vous dites à chaque fois que c'est un processus. Lui explique qu'il ne peut pas le définir. Ce qui est bien commode, c'est difficile de combattre quelque chose très bien, je vous assure. qui souffle sur vous des braises de peur. Bien sûr que si. Et justement, il explique à chaque fois qu'il ne peut pas donner lui de définition. Madame Schiappa, la peur est le début de la sagesse, la peur. Moi, j'écoute votre définition à vous donc, et vous me dites que c'est le remplacement d'un peuple par un autre, et je vous dis qu'il y a effectivement des vagues d'immigration à l'heure actuelle en France. Il y a des gens qui s'organisent aux marges des lois de la République et il faut lutter contre cela. Nous faisons fermer les écoles, les commerces, les lieux de culte qui ne respectent pas les lois de la République très fermement, mais il n'y a pas un peuple qui va remplacer un autre peuple en France. Démographiquement, sociologiquement, ce n'est pas vrai. Et donc c'est créer une fausse peur. Et c'est pour ça que les gens qui votent pour le Rassemblement national sont en général les gens qui, géographiquement en France, sont le plus éloignés des foyers d'immigrés. Parce qu'ils n'ont pas peur de Karim, le voisin d'à côté. Madame Schiappa, vous savez pourquoi ils sont éloignés? Comme un concept. Madame Schiappa, vous savez pourquoi ils sont éloignés? Vous savez pourquoi ils sont éloignés? Vous savez pourquoi ils sont éloignés? Dans les années 80, le Rassemblement national faisait ses plus gros scores dans les banlieues. Pourquoi ils se sont éloignés? Parce qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés par qui? Par justement une organisation qui les a remplacés et qui repose sur l'islam et les caïds. C'est ça qui les a remplacés dans toutes les banlieues françaises, Madame Schiappa. Le dernier mot à Marlène Schiappa pour conclure. Alors, discriminer, ce n'est pas une opinion, c'est un délit puisque nous faisons du droit et pas de la morale. Et donc j'appelle les entreprises à prendre leurs responsabilités et à s'organiser pour ne plus discriminer toutes les personnes françaises qui sont égales devant la loi, comme l'indique la trilogie de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et merci Éric Zemmour, merci beaucoup Madame la Ministre. Et vous dites que vous ne faites pas morale en faisant de la morale. Les valeurs de la République, ce n'est pas de la morale. Merci Marlène Schiappa. On peut s'arrêter là, on vous reviendrait parce que je vois qu'il y a beaucoup de sujets de discussion. Et ben on reviendra. Merci mille fois pour votre présence. Merci à vous pour ce débat. Merci à vous. Merci, fin de ce face à face.